Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Accident mortel à Tivaouane. Une fillette de 7 ans a été tuée par un apprenti chauffeur sans permis de conduire. L'apprenti chauffeur a été arrêté. Marche de protestation des jeunes de la Médina cet après-midi. Une grande mobilisation pour s'opposer à la privatisation du terrain Djaraf, une décision du maire à laquelle il compte s'opposer. Et puis les députés ont adopté le projet de loi d'orientation numéro 66-2021 relatif à l'économie sociale et solidaire. Cette loi va désormais encadrer la responsabilité sociétale de l'entreprise RSE. Au Mali, le président du M5 RFP, pressenti Premier ministre de la Transition, a déclaré ce vendredi que son pays tiendrait ses engagements internationaux. Des paroles pour assurer Paris peu de temps après l'annonce de la France de suspendre la coopération militaire. Info Santé complète cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Sud Nuit. Marie-Rosalie Ndiaye. Accident mortel à Tivaouane. Une fillette de 7 ans a été atrocement tuée par un apprenti chauffeur sans permis de conduire. L'apprenti chauffeur a été arrêté et le corps sans vie de la fillette déposé à la morgue de l'hôpital par les sapeurs-pompiers Babakarso. Drame à Tivaouane. Une fillette de 7 ans du nom de Awa Diallo a été littéralement écrasée par un apprenti chauffeur qui conduisait un camion au quartier Serigne Mansour Sy. Un accident qui a provoqué l'ire, l'émoi et la consternation dans ce quartier. Sur les circonstances de ce drame, l'apprenti conducteur sans permis de conduire après une fausse manœuvre a tué sur le coup la fille qui jouait tranquillement aux abords de la chaussée. Encore un drame qui est venu s'ajouter aux nombreux cas d'accidents mortels dans la cité religieuse en pleine ville. Si l'on se rappelle du cas de la fille de 5 ans derrière le stade municipal et du garçon tombé des mains de sa mère transporté par une moto-taxi Jakarta aux abords du quartier Kermas. De jeunes chauffeurs innocents sans permis de conduire. Les sapeurs-pompiers de la cité religieuse, après constat de la police, ont ramassé les restes du corps de la fillette atrocement tuée par ce camionneur fou, un apprenti chauffeur qui a été mis aux arrêts. Tivaouane, Babakarso pour CDFM. Sud FM. Les agriculteurs du bassin arachidier sont sceptiques par rapport aux semences certifiées distribuées dans le monde rural. Ils alertent et préviennent l'État dans un contexte marqué par le blocage des rapports hebdomadaires par les techniciens et laborantins au niveau des services du développement. Chartidiane Sissé, responsable du syndicat des agriculteurs du bassin arachidier à Kaffrine, est au micro de Mamadou Kamara. Le problème fondamental, c'est que c'est des gens qui revendiquent, parce que nous, au préalable, on avait dit que s'il n'y a pas la certification, les semences ne peuvent pas être à des situations où le producteur peut avoir de la production. Donc nous pensons que ces gens-là qui doivent certifier, s'ils refusent de certifier, c'est parce qu'ils ont revendiqué à plusieurs reprises leur doléance, mais ça n'a pas été suivi par le ministre. Donc nous disons au ministre de prendre sa responsabilité et de rencontrer ces gens-là et de prendre leurs doléances au sérieux pour les résoudre. Mais ce que nous savons, comme Badian l'a dit, pour les problèmes de semences, je pense que au niveau national, on n'a pas encore, nous, producteurs, reçu aucune mise en place. Et je pense que ça va déteindre sur la campagne hivernale. Parce que comme vous le savez, avec les dérèglements climatiques, je pense qu'on devait au moins recevoir nos semences à l'état actuel, de les décortiquer et de les trier pour au moins les premiers pluies. On va directement au semis. Mais malheureusement, aucune localité n'a encore reçu de semences pour distribuer ça aux paysans. Et c'est pour cela que nous venons auprès de ces gens-là, faire la solidarité avec eux, pour qu'en fin de compte, le ministre décante la situation pour que les paysans aillent dans leurs droits. Sinon, ça va être très catastrophique pour la campagne hivernale.
Ces agriculteurs se prononçaient en marge de la marche pacifique de protestation des techniciens de l'agriculture aujourd'hui à Kaolack. Les agriculteurs ont apporté leur soutien aux techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture. Marche des populations de la Médina contre le bradage du foncier du terrain Djaraf. Les jeunes de la localité ont battu le macadam pour dire non au projet du maire Bamba Fall qui a reçu les jeunes devant la mairie et en présence de ses partisans. Amadou Moustapha Dian. Une forte mobilisation des jeunes de la Médina pour dire non à la privatisation du terrain de Djaraf. Ces jeunes qui ont marché jusqu'à la mairie pour remettre au maire Bamba Fall un mémorandum. Nous ne sommes pas d'accord. terrain Djaraf d'accord ñu ci privatisation bi dañoo bëgg ñu def ko gestion municipale jox ko municipalité bi mu nekk lu gratuit pour doomu Médina yëpp monsieur le maire depuis son arrivée il a détruit tous les espaces Médina amul sécurité amul professionnel mënuñu am professionnel ci professionnel parce qu'on a plus d'espace le maire doit dégager le maire doit retirer le contrat on appelle Thierno Seydi le promoteur il n'a qu'à demander au maire de lui rembourser son argent. Ces jeunes qui réclament la non-privatisation du terrain déclarent ne pas vouloir verser dans la violence. Arrivé au niveau de la mairie, une autre mobilisation a reçu ces marcheurs. Il a même fallu l'intervention des forces de l'ordre pour éviter le pire. Devant ses souteneurs, le maire Bamba Fall déclare: Avec la convoitise de la mairie de Médina, une mobilisation sur fond de pré-campagne électorale, car l'on sait que de gros bonnets du quartier ont des visées sur la mairie de la Médina. Les mécaniciens qui étaient sur l'emprise de l'autoroute à péage et qui ont été recasés sur un site de 6 hectares à Saint-Loup font encore l'objet d'un autre déguerpissement de la part de l'entrepreneur qui a en charge des travaux du nouveau port de Bargny. Ces mécaniciens déplorent cette situation et interpellent le chef de l'État Macky Sall qui leur avait donné ce site. Ils sont plus de 350 garagistes et apprentis. La Tertine porte leur parole au micro de Birama Ndiaye. Bon, le problème c'est que nous étions sur l'emprise de l'autoroute à péage au niveau de Poste-Thiaroye jusqu'à l'arrivée du projet de l'autoroute à péage. On nous a indemnisés, on nous a déguerpis et puis recasés sur une site de 6 hectares au niveau de Sendou. Lotissement administratif, 6 hectares répartis en 488 lots. L'État du Sénégal nous a délivré des attestations signées par l'impôt et domaine qui est à usage de garage et de services automobiles. Mais à notre grande surprise, l'entrepreneur qui est chargé des travaux du nouveau port de Bargny a occupé illégalement notre site et nos hangars. Il a enlevé les bornes, il a fait du n'importe quoi sur le site. Et même accompagné de la police, il nous a déguerpis sur le site sans sommation, sans même nous présenter un papier qui montre qu'il a droit sur le site. Nous sommes allés voir notre préfet, qui est M. Babacar Kane, le préfet de Rufisque, qui nous a reconduit et nous a demandé d'aller voir le gouverneur de Dakar, M. Alassane Sall, qui est vraiment reçu et écouté. Ensuite, il a pris notre dossier qu'il a transmis à notre ministre de tutelle, M. Pape Amadou Ndiaye, que jusqu'à présent ne nous a pas contactés, ne nous a pas reçus, et il est au courant de tout ce qui se passe sur le site. Car son chef de cabinet était l'adjoint du gouverneur de Dakar à l'époque où ce recasement avait lieu. Maintenant, nous voulons que M. Dan Diagne, le directeur de SNP qui occupe illégalement notre site, sort de notre site. Et nous allons le poursuivre car il va nous payer tout ce qu'il a gâté là-bas. Parce qu'il a enlevé nos bornes, il a fait du n'importe quoi sur le site. On a pris un huissier qui a fait le procès verbal qui est là et il va nous payer tout ce qu'il doit nous payer. Et il l'a occupé pendant plusieurs années. Il nous traque, il nous fait du n'importe quoi. Comment plus de 350 garagistes accompagnés de leurs apprentis, que tu peux déguerpir comme ça, sans état d'âme. Nous demandons au président de la République de prendre toutes ses responsabilités, car c'est lui, même qui avait demandé en Conseil des ministres de nous laisser tranquillement occuper notre site. Pourquoi la parole du président de la République, qui est équivaut à un décret, ne soit pas respectée?
Le mouvement Fouta Tampi, après avoir dénoncé et fustigé les agressions et menaces dont les membres font l'objet, invite le président Macky Sall à ouvrir ses yeux et comprendre que ses membres ne veulent qu'une seule chose. Ils réclament un mieux-être. Seydou Gassama de Amnesty International invite ces jeunes en cas d'agression à aller chercher un certificat médical afin qu'ils puissent leur trouver un avocat. Ismaïla Marcel Koli. Les membres du mouvement Fouta Tampi invitent le président Macky Sall à être à l'écoute de leurs préoccupations. Ils tiennent à informer l'opinion nationale qu'ils n'accepteront plus de menaces à l'égard de ses membres, nous dit Bassirou Sy, leur porte-parole. Nous n'accepterons plus qu'il y ait d'abord de la violence, comme ce fut le cas du meeting d'Abdoulaye Daouda Diallo. Primo. Secondo, nous n'accepterons plus qu'il y ait des menaces de mort et que nous lui demandons tout simplement qu'il ouvre les yeux, que les jeunes du mouvement Fouta Tampi ne sont pas ses ennemis, ne sont pas ses adversaires politiques, que ce sont des jeunes qui revendiquent tout simplement un mieux-être. Nous voulons qu'il y ait au niveau donc des infrastructures socio-économiques de base, des infrastructures routières, notamment des infrastructures relatives à l'éducation, à la santé, que nos problèmes agricoles soient pris en charge par le président de la République, que l'emploi et l'employabilité des jeunes également, que le président prenne en compte que Fouta également fait partie du Sénégal. Et que Fouta ne doit pas être oublié sous aucun prétexte. Pour Seydi Gassama de Amnesty International, son organisation encourage Fouta Tampi et exhorte ses membres en cas d'agression à se procurer un certificat médical afin que des poursuites puissent être engagées. Nous dénonçons les menaces, nous dénonçons les agressions et nous disons à tous les jeunes de Fouta Tampi, si vous êtes menacés, téléphone, faites tout pour garder le numéro de téléphone de cette personne-là et de déposer. Si des personnes sont brutalisées, ce que nous leur conseillons, c'est d'aller immédiatement voir un médecin, avoir un certificat médical. Nous nous engageons à trouver un avocat, même si la plainte doit être déposée à Matam ou à Saint-Louis, nous allons trouver un avocat qui va aller sur place, nous allons suivre la plainte, nous allons faire toutes les pressions qu'il faut pour que ces nervis-là puissent se rendre compte. On est en République, personne ne doit utiliser la violence, n'est-ce pas, pour régler des comptes avec des citoyens qui manifestent. C'est inacceptable. Les membres de Fouta Tampi comptent accueillir très prochainement le président de la République Macky Sall à l'occasion de sa visite économique au nord du Sénégal avec des brassards rouges et des t-shirts. Une manière pour eux d'exprimer leur mécontentement, mais tout cela dans le respect et la discipline. Soham Wardini n'écarte pas de déposer sa candidature pour rester à la ville de Dakar. L'actuel maire de Dakar déclare être à l'écoute de la coalition Tahaou Dakar. Elle est prête à être candidate si elle est portée par cette plateforme. Déclaration faite lors du séminaire des conseils municipaux de la ville de Dakar à Saly. Ces propos sont recueillis par Moustapha Sall. Je voudrais simplement vous dire que je suis dans une coalition qui est Tahaou Sénégal, Tahaou Dakar pour les locaux. Le moment venu, nous nous réunirons pour choisir le candidat de cette coalition. Peu importe la personne qui va la diriger, nous souhaiterons que ce soit une femme, puisque nous avons déjà un appel pour que les femmes soient majoritaires dans les prochaines collectivités territoriales. Mais peu importe la personne qui va diriger cette liste, l'essentiel pour nous, c'est de gagner Dakar. Donc, nous sommes dans le processus, vous savez bien, nous connaissons maintenant la date des élections, c'est évidemment le 22 janvier 2022, 23 janvier 2022. Avant cette date fatidique, le candidat sera connu, mais je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Je suis avec des gens, je suis avec des collègues. On ne peut pas se lever un beau jour comme ça et dire que je suis candidat. Non, moi je ne peux pas faire ça. Vous voulez m'amener à répondre? Vous voulez m'amener à répondre? Mais je vous dis que la coalition choisira son candidat. Cette personne, mais cette personne-là ne refusera pas si c'était moi, je l'accepterai. Si je suis choisi, je suis prête à l'être. Nous l'avons dit. Vous vous rendez compte, dans le département de Dakar, il y a 12 communes. Il n'y a pas une seule femme maire de Dakar. Est-ce normal? Alors que nous votons, c'est nous qui élisons ces maires-là. Il est normal qu'il y ait des femmes à la tête des maires. Et je vous dis encore, une femme, elle gère toujours mieux qu'on l'autre. Les femmes, ce sont elles qui gèrent les foyers. Quand on peut gérer un ménage, faire des économies dans un ménage, vous pouvez gérer une collectivité territoriale. Essayez les femmes et vous verrez les résultats.
À l'instant, le maire de Dakar, Soham Wardini, qui n'écarte pas de déposer sa candidature pour rester à la ville de Dakar. L'actuel maire de Dakar déclare être à l'écoute de la coalition Tahaou Dakar et il est prêt à être candidate si elle est portée par cette plateforme. Les députés ont adopté le projet de loi d'orientation numéro 06-2021 relatif à l'économie sociale et solidaire. Cette loi qui structure le secteur de l'économie solidaire et sociale va désormais encadrer la responsabilité sociétale d'entreprise, une RSE qui va maintenant dépendre plus des préoccupations des populations en collaboration avec les secteurs et les collectivités territoriales. Venue défendre le projet de loi, Zahra Yantiam, ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, s'est félicitée de cette adoption. Elle est au micro de Abdoulaye Diop. C'est une loi qui donne corps, encore une fois, au marqueur de gouvernance président Macky Sall, à savoir une ambition de mettre fin aux injustices sociales, mais également de faire de l'équité territoriale une réalité au cœur de ces politiques. Et donc, c'est une loi qui vise à accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire. C'est une loi qui a pour axe la gouvernance du secteur à travers un cadre légal et réglementaire. C'est également une loi qui structure et qui organise le secteur et les organisations de l'économie sociale et solidaire. C'est une loi également qui définit les mécanismes d'accompagnement. Et parmi ces mécanismes d'accompagnement, l'innovation majeure est l'encadrement de la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, qui dorénavant dépendra plus des préoccupations des populations à la base, maintenant en concertation avec les différents acteurs concernés et les collectivités territoriales auront un rôle important à jouer à ce niveau-là. L'encadrement de l'économie populaire également y occupe une forte place, en ce sens que pour les acteurs de l'économie informelle et de manière générale pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, des facilités adaptées à leurs conditions, à leur réalité, seront apportés pour leur permettre d'être résilients, mais également de prendre en compte leur contribution dans l'économie de notre pays. International. Au Mali, anniversaire du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5 RFP ce vendredi 4 juin à la place de l'Indépendance, dirigé par le président du mouvement Tchogel Kokala Maïga, pressenti futur premier ministre de transition. Le M5 a fait le bilan de ses activités et réitéré son soutien à la transition en cours. Les membres du collectif ont aussi appelé à la communauté internationale qui a suspendu le Mali de beaucoup de ses instances de soutenir le Mali. Écoutez le papier de Sori Ibrahim Maïga. Le mouvement a d'abord rendu un vibrant hommage aux manifestants qui ont répondu à leurs appels des 5 juin, 19 juin, 10 juillet et 11 août 2020. Dans leur déclaration du jour, mention spéciale a été faite aux Maliennes et Maliens des villes, des campagnes et de la diaspora qui avaient confié au comité stratégique du regroupement l'honneur, mais aussi le redoutable privilège de conduire les premiers pas de leur mouvement avec des orientations et objectifs clairs. Ceux-ci sont la lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance, le népotisme, l'impunité, la veille sur l'état de droit, la République, la démocratie et la laïcité. L'implication de tous les Maliens à ce noble, exaltant mais aussi combien difficile combat ont détaillé les membres du M5 dirigés par Tchogel Kokala Maïga. Par ailleurs, ils ont lancé un appel à la CEDEAO, à l'Union africaine, à la communauté internationale de comprendre toute la profondeur de la crise malienne, de lui accorder toute l'attention et l'accompagnement nécessaire et de lui trouver la meilleure solution qui soit plutôt que d'infliger des sanctions à un peuple déjà meurtri par près de 10 années de crise, souhaite-t-il. Ils n'ont pas aussi oublié de demander aux militants du mouvement de constamment prier pour les martyrs avant de renouveler leur engagement d'obtenir justice pour eux, affirme le collectif qui a affaibli le défunt régime d'Ibeka. Pour le futur Premier ministre Maïga et ses alliés, le renouveau passera nécessairement par la mise en œuvre rationnelle et intelligente des 10 points déclinés en 17 mesures fortes dont l'application permettra la rectification et de la trajectoire de la transition pour la refondation totale du Mali.
insiste le M5. Pour sa part, le pressenti chef de gouvernement a rapporté un message du président de transition. Je cite, « Le président de la transition me charge de vous dire qu'il compte sur tout le peuple malien. Il compte sur le M5 RFP pour une transition inclusive », a déclaré Dr Tchogel Kokala Meiga à la place de l'indépendance. Le président de transition en question, Assimi Goïta, prêtera serment le lundi prochain et devra signer dans la foulée le décret de nomination du Premier ministre. Sori Ibrahim Meiga depuis Bamako pour Sud FM. Merci beaucoup, Sori Ibrahim Maïga. Une réforme de la commission électorale a été votée ce vendredi par l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo pour tenter d'assurer la transparence des prochaines élections et la stabilité politique du plus vaste pays d'Afrique subsaharienne sans convaincre l'opposition. La proposition de loi doit préparer les élections de 2023. C'est félicité le président de l'Assemblée, Christophe Mbosso, après l'adoption du texte par 336 des 337 députés pressentis. Ils sont 500 au total. Le texte qui doit désormais être examiné par le Sénat prévoit une commission électorale de 15 membres, 5 de la majorité, 5 de l'opposition et 5 représentants de la société civile. Le texte n'a pas convaincu l'opposition au président Félix Tshisekedi et à sa majorité parlementaire. L'opposant Martin Fayulu a ainsi dénoncé sur Twitter le forcing initié par Félix Tshisekedi pour que le Parlement vote unilatéralement une loi sur la CENI taillée sur mesure afin de préparer la fraude électorale en RDC en 2023. En sport, handball CAN féminine 2021, terminé sur le podium, c'est l'objectif que s'est fixé l'équipe nationale féminine de handball, vice-championne d'Afrique. Le ministre des Sports ne met aucune pression aux Lyonnes. Il leur a remis le drapeau national ce matin, Odile Minkilan. Aller en finale, je serai au Cameroun. Mais on revient avec le trophée. Si vous êtes d'accord, on peut signer. C'est sur la base de ces propos que le ministre des Sports, en chahutant, invite l'équipe nationale féminine de handball à suivre les pas de l'équipe nationale de beach soccer. Vice-championne d'Afrique, le ministre ne fixe aucun objectif au Lyon. Matarba. En vous remettant ce drapeau national, j'ai conscience que vous allez l'honorer. Vous allez le hisser haut et le maintenir droit, car il symbolise notre commun vouloir de vie commune. J'ai conscience aussi que vous avez le potentiel nécessaire pour bousculer la hiérarchie et tous les pronostics, car durant les 2 dernières éditions, de 2016 et de 2018, vous avez réussi la prouesse d'être classé à la 2e place et donc désigné vice-championne d'Afrique. Sans pression, conscient des enjeux et décidé à se donner toutes les chances et tous les moyens pour aller le plus loin possible dans la compétition. Après avoir raté la CAN 2018, Dungu Kamara fait son comeback. Elle dévoile ses ambitions. On espère l'avoir, en tout cas le podium, c'est tout ce qu'on voudrait. Déjà finir sur la poule, finir à la première place et par la suite essayer d'avoir un adversaire d'une 2e place ou d'une 3e place assez raisonnable pour pouvoir passer en quart et par la suite avoir les gros morceaux en phase finale, qui serait peut-être sûrement le Cameroun ou l'Angola. Ça reste des grosses équipes qui, je pense, cette année se sont énormément renforcées et énormément préparées. L'équipe nationale féminine de handball quitte Dakar ce samedi soir pour allier le Cameroun, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de handball prévue du 10 au 20 juin 2021. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'intégration effective de la prise en charge du pied-bot selon la méthode Ponseti dans le système de santé au Sénégal, c'est le thème de la première édition de la Journée mondiale du pied-bot organisée à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Elle coïncide avec l'inauguration de la clinique pied-bot du service chirurgie pédiatrique. Au Sénégal, la prise en charge est financée par l'ONG Miracle Fit avec Dow et Mercy Chips. Les détails avec Ismaïla Marcel Colli. La célébration de cette journée mondiale du pied-bot qui a coïncidé avec l'inauguration de la clinique de l'hôpital d'enfants Albert Royer a permis au professeur Gabriel Ngom, chef de service chirurgie-thérapie, de nous définir le pied-bot. Il pense que l'ouverture de cette nouvelle clinique permettra aux enfants de retrouver le sourire. Le pied-bot, c'est une malformation congénitale
c'est-à-dire une malformation avec laquelle l'enfant naît. Et cette malformation, si elle n'est pas traitée, devient handicapante. Le traitement est long et est vraiment coûteux. Alors c'est pourquoi aujourd'hui le partenariat avec Miracle Fit, DAO et Mercy Ship nous a permis quand même de former des spécialistes dans le domaine de la prise en charge de ces pieds beaux, mais également nous a permis de construire aujourd'hui cette clinique du pied beau que nous venons d'inaugurer. Donc je pense que ces enfants vont bientôt retrouver en tout cas le sourire, eu égard, n'est-ce pas, au traitement qui leur sera administré. Toutefois, le traitement du pied beau comprend 3 phases selon le docteur Doudou Gueye. C'est un traitement qui comprend 3 phases. Une première phase de plâtrage, c'est-à-dire on réalise des plâtres successifs tous les 7 jours pour permettre de rendre le pied droit. Après, il y aura une deuxième phase, c'est la phase de ténotomie, c'est-à-dire on va couper ou bien allonger le tendon d'Achille, c'est-à-dire c'est la corde qui se trouve au-dessus du talon, qui va permettre de maintenir toujours le pied droit. Et pour empêcher la récidive de cette maladie, il faut une troisième phase qui est beaucoup plus longue, qui va aller jusqu'à l'âge de 5 ans, c'est la phase de port d'attelle et qui est la phase vraiment la plus importante pour empêcher la récidive de cette maladie. Cette mère de famille, après avoir manifesté sa joie, invite les autres mères de famille dont les enfants souffrent de cette pathologie à espérer qu'un jour leurs enfants retrouveront le sourire. Je suis très satisfaite. J'ai soigné mon enfant depuis 9 ans et j'avais complètement perdu espoir. Mais en l'espace de 3 mois, il a retrouvé sa mobilité. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les parents qui ont des enfants avec des pieds beaux de se rapprocher. Je dis à tous les parents que l'espoir est maintenant permis. L'objectif général de ce traitement des pieds beaux, selon la méthode Ponseti au Sénégal, est d'augmenter la couverture du traitement par Ponseti à 70% des enfants nés avec le pied beau au Sénégal. Les États-Unis ont annoncé hier que 75% des 80 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 promises à des pays étrangers seraient distribuées via le dispositif de partage COVAX. La Maison-Blanche a également détaillé les pays auxquels les premières 25 millions de doses seront données. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 22h passé de 29 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Accident mortel à Tivaouane, une fillette de 7 ans a été tuée par un apprenti chauffeur sans permis de conduire. L'apprenti chauffeur a été arrêté. Marche de protestation des jeunes de la Médina cet après-midi. Une grande mobilisation pour s'opposer à la privatisation du terrain Garaf, une décision du maire à laquelle il compte s'opposer. Et puis les députés ont adopté le projet de loi d'orientation numéro 06-2021 relatif à l'économie sociale et solidaire. Cette loi va désormais encadrer la responsabilité sociétale de l'entreprise. Au Mali, le président du M5 RFP, pressenti Premier ministre de la Transition, a déclaré ce vendredi que son pays tiendrait ses engagements internationaux. Des paroles pour rassurer Paris peu de temps après l'annonce de la France de suspendre la coopération militaire. Le journal de la santé a complété cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique Sud Éducation qui sera suivie de votre émission Almine Bar en compagnie de Imam Sek et Oustaz Alioune Baye.